Chers collègues, cher Serge Abitboul, la quantité d'informations qui circulent sur Internet est tout simplement vertigineuse. On l'estime bien supérieure en 2012 à toutes les phrases prononcées depuis l'apparition du langage. La gestion des données, des informations et des connaissances qui en résultent soulève des questions essentielles, tant sur le plan informatique et scientifique que sur le plan économique, éthique et sociétal. Sans doute aujourd'hui, les problèmes de stockage et de calcul des données sont en grande partie résolus. Avoir accès à l'information n'est plus un problème. Mais ce qui reste un problème, c'est de trouver la bonne information, celle dont on a besoin parmi la masse de données accessibles. Pour aller au-delà des données et des informations brutes, il faut développer des technologies permettant d'évaluer, valider, hiérarchiser et organiser de façon intelligente et intelligible les informations. En un mot, il faut construire des bases de connaissances qui sont des collections de faits élémentaires. La complexité vient de la quantité astronomique des informations, de leur caractère parfois incertain, ambigu, imprécis, et de leurs formats divers, texte, images, son. Prenons un exemple. Si vous interrogez Google pour savoir quel est le nom de l'administrateur du Collège de France, au passage, je connais la réponse, vous obtiendrez comme réponse plusieurs documents contenant les mots « collège »,« France » et « administrateur » qu'il vous faudra parcourir pour trouver la réponse. C'est à ce type de problème que vous vous êtes attaqué. Passer des textes en langue naturelle à des bases de connaissances. Après un diplôme d'ingénieur et un passage par le Technion de Haïfa, vous avez effectué un PhD à Los Angeles sur l'intelligence artificielle. Là, vous vous êtes passionné pour l'informatique fondamentale et pour un nouveau domaine à l'époque, les bases de données. Vous dites, je m'excuse, mais je vous cite, que c'était beaucoup par fainéantise et parce que l'état de l'art était bien plus rapide que dans d'autres domaines et la compétition moins féroce. Votre recherche plutôt théorique à ses débuts est devenue très appliquée pendant quelques années. Pour vous, séparer science et technologie est tout à fait artificiel. Vous préférez au néologisme informatique, à l'expression science et technologie de l'information, le néologisme informatique. Vous avez créé la start-up Xylem en 2000, une société spécialisée dans la gestion de grands volumes de données XML et dont les logiciels ont été, par exemple, utilisés pour les archives du journal Le Monde. Vous avez développé d'autres logiciels libres, tels ActiveXML, qui permet de distribuer des travaux de gestion de données entre plusieurs machines, ou encore CADOP, un autre logiciel libre qui permet de gérer des volumes de données XML massifs, mais cette fois sur un grand nombre de petites machines autonomes. Vous êtes directeur de recherche classe exceptionnelle à l'ENRIA, responsable scientifique de l'équipe de recherche GEMO sur la gestion de données et de connaissances distribuées sur la toile. Et Google Scholar Dixit, vous êtes le chercheur français le plus cité dans le domaine des mathématiques et de l'informatique. Nous sommes donc heureux de vous accueillir au collège comme titulaire de la chaire annuelle d'informatique et sciences numériques soutenue par l'ENRIA. Nous allons plonger avec vous dans le monde nouveau de la science des données. Merci. Merci. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, chers amis, en cette journée internationale de la femme, j'aimerais dédier ma leçon inaugurale à l'étudiante en informatique, à l'étudiante en mathématiques ou en sciences, qui se fait si rare sur nos campus. Elle est assise au premier rang, elle pianote peut-être un SMS en s'aidant de ses 2 pouces, elle est la petite poussette de Michel Serres. Et c'est Michel Serres qui va m'offrir une phrase parfaite pour situer l'objet de la leçon. Je vous laisse la lire. Essayez d'imaginer le bel accent rocailleux de Michel Serres. L'information stockée, traitée, échangée est au cœur de l'activité des êtres vivants.
des objets du monde, des associations humaines. Les systèmes informatiques, en nous aidant à gérer de l'information représentée sous forme numérique, ont transformé nos vies en profondeur. Le sujet que j'ai le grand honneur d'aborder ici est la gestion d'informations numériques par des systèmes informatiques. J'espère que je saurai transmettre la richesse et la beauté de l'informatique et participer ainsi à l'enseignement du savoir en train de se faire. Et pour commencer, je vais essayer d'expliquer le titre. Alors, science des données. On est tous familiers avec le fait que les systèmes informatiques nous servent à calculer. Par exemple, ils nous permettent de faire des grandes simulations dans le domaine de la météo. Mais ils servent aussi beaucoup à stocker et à gérer des données. Donc là, j'ai listé un certain nombre d'applications dans lesquelles les calculs qu'il y a à faire sont finalement très, très simples. Il s'agit uniquement de gérer de l'information, typiquement d'informations qu'on va trouver sur des disques ou dans le réseau. Les systèmes informatiques jouent le rôle de médiateur entre des utilisateurs intelligents et des objets qui stockent l'information. Alors dans cette leçon, on va suivre Alice. Alice, elle aimerait bien savoir où et à quelle heure elle peut voir un film avec Humphrey Bogart. Donc elle va poser sa question. Pour avoir la réponse, elle pourrait écrire un programme comme il y a à droite, quelque chose de très compliqué avec des while, des goto, des trucs un peu sales. Elle n'a pas envie de faire ça. Elle a juste envie de dire ce qu'elle veut, peut-être d'utiliser une interface graphique. Sa question va être transformée dans une formule, la formule qu'on voit là, qui est une formule de logique du premier ordre. Donc c'est un langage qui a été inventé par des mathématiciens au XIXe siècle, on va en reparler. Mais ce qui est intéressant dans ce langage, c'est que les questions dans ce langage sont extrêmement précises. Il y a une syntaxe précise, une sémantique précise, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Alors j'ai utilisé le mot médiateur. Nous nous intéressons donc à des systèmes intelligents qui gèrent de l'information, qui comprennent l'information et l'utilisent au service d'utilisateurs humains. Cette phrase tient volontairement d'une vision anthropomorphique des systèmes informatiques. Nous interagissons avec des machines chaque jour un peu plus autonomes, des machines chaque jour un peu plus intelligentes, ou en tout cas, pour le moins, de moins en moins distinguables des êtres humains. Si l'intelligence d'un système de gestion de base de données relationnelle, dont on va parler bientôt, est une étape très modeste vers l'intelligence artificielle comme l'a défini Turing, nous allons aussi parler plus tard de l'intelligence de la toile. Et là, nous allons rencontrer un questionnement plus récent, tant philosophique que scientifique, que Turing n'avait peut-être pas imaginé. Le dernier mot du titre, c'est toile. Aujourd'hui, l'information, on la trouve sur la toile. En anglais, le World Wide Web, la toile d'araignée mondiale. La toile est un système d'hypertexte public fonctionnant sur le réseau Internet qui permet de consulter avec un navigateur des pages accessibles, notamment via des moteurs de recherche. J'utilise le mot toile plutôt que l'anglicisme plus répandu web, parce que dans toile, la référence à la toile d'araignée étymologique est très joliment complétée avec le clin d'œil vers la toile du peintre ou la toile de cinéma. Le mot toile va aussi nous permettre de dépasser la vision trop restrictive d'un protocole particulier, le protocole du web, pour envisager plus généralement un monde de contenu interconnecté à l'échelle de la planète. Alors évidemment, tout le monde utilise le mot web, donc je ferai sûrement l'erreur dans cette leçon, mais j'aurais aimé n'utiliser que le mot toile. Voilà quelques succès de la toile. Alors je commence en général mes cours en fac en montrant cette liste et en demandant aux étudiants quel logiciel ils utilisent, quel système ils utilisent là-dedans. Et ils en utilisent beaucoup. Et je leur pose après cette question. Quel est le point commun entre tous ces logiciels? Eh bien, leur point commun, c'est que ces logiciels gèrent de l'information. C'est exactement le sujet de cette leçon. Ces logiciels font très peu de calculs. Essentiellement, ils vont chercher de l'information, ils retrouvent l'information et ils modifient les informations quand c'est nécessaire. Alors, évidemment, on ne peut pas éviter le côté quantitatif, et ça, c'est des chiffres auxquels vous avez probablement déjà été confrontés. 1000 milliards de pages sur la toile, 10 milliards de recherches par mois sur le web. C'est véritablement un monde numérique gigantesque dans lequel nous baignons. On peut essayer de le mesurer. Alors, l'unité de mesure, c'est l'octet, c'est une variable qui prend la valeur 0 ou 1. Et puis, on peut prendre des puissances de 10 et regarder où on arrive.
Alors avec 200 téraoctets, on arrive à tous les livres écrits à ce jour. Avec 100 pétaoctets, on obtient la quantité de données produite par le collisionneur de particules du CERN en 1 minute. Avec 5 hexaoctets, on arrive au volume des mots prononcés depuis que l'homme parle. Et quand on veut chercher à quantifier ou à mesurer le trafic d'Internet, on est grosso modo comme ordre de grandeur aux zétaoctets. 10 puissance 21 octets. Alors, si on essaie de regarder aussi l'ordre de grandeur de tout ce qu'on peut stocker sur la planète aujourd'hui, en mettant bout à bout tous les disques, DVD, CD, bandes magnétiques, tout ce que vous avez, on arrive aussi à cet ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, on ne peut pas stocker toute l'information que l'on fabrique chaque année. Donc, d'où les problèmes, qu'est-ce qu'on stocke et comment on retrouve l'information là-dedans. Alors, l'univers digital double tous les 18 mois. Si vous voulez sortir d'ici avec une mesure de plus, c'est évidemment une croissance exponentielle. Alors, ce qui est très intéressant pour notre contexte, c'est aussi le qualitatif. Alors, il y a des notions qui sont assez proches les unes des autres, les notions de données, d'informations, de connaissances. On va parler de tout ça ici. Alors, j'avais un exemple pour essayer d'expliquer ça qui était vraiment pas très clair, et on m'a donné celui-là que je trouve beaucoup plus évident. Si vous prenez des mesures de température dans une station météo, vous avez des données. Si vous tracez une courbe donnant l'évolution des minima et des maxima moyens en un lieu suivant le mois de l'année, vous êtes passé aux informations. Quand vous déduisez que le fait que la température sur Terre augmente du fait de l'activité humaine, vous êtes au niveau des connaissances. Des données aux informations aux connaissances, c'est la progression que nous allons suivre dans cette leçon. Plus précisément, nous allons parler des systèmes relationnels et des moteurs de recherche de la toile. Les systèmes relationnels, une grande réalisation pour les données au XXe siècle. Les moteurs de recherche de la toile, une grande réalisation pour l'information au XXe siècle. Et on parlera de 2 défis du XXIe qui nous plongeront dans les bases de connaissances. Alors, la gestion de données classique, c'est le fameux système de gestion de bases de données notamment relationnel. C'est un grand succès de l'informatique du XXe siècle. Ce qui est passionnant, c'est que c'est à la fois un succès industriel et un succès académique. On a eu des fondements théoriques qui ont été développés qui sont passionnants, et ces fondements théoriques ont eu des impacts considérables sur des systèmes commerciaux hyper utilisés, comme les systèmes d'Oracle, de DB2 ou SQL Server. Plus récemment, on a vu arriver des logiciels libres comme MySQL, qui est quasiment un logiciel libre, que vous utilisez probablement si vous faites votre site web sur Internet, vous utilisez probablement PHP et MySQL. Alors le point de départ de tout ça, c'est un article de Ted Code en 1970, et cet article-là, d'un point de vue fondamental, ne révolutionne pas grand-chose. La seule chose qu'il dit, c'est que pour gérer des données, on devrait utiliser un outil qui est connu depuis le XIXe siècle, qui est la logique du premier ordre. Donc c'est une logique qui a été développée par des mathématiciens à la fin du XIXe pour formaliser le langage des mathématiques, pour que l'on puisse écrire des preuves mathématiques qui soient extrêmement précises, non ambiguës, qu'on puisse vérifier automatiquement. Et ce que dit Code, c'est puisque ce langage est précis, puisque ce langage n'est pas ambigu, si on s'en servait pour gérer des données. Donc les données dans le système relationnel sont organisées sous forme de tableaux à 2 dimensions. C'est extrêmement simple, beaucoup plus simple que dans les modèles de données précurseurs. Alors là, par exemple, on va trouver dans la première relation, la relation de gauche, que Harrison Ford a joué dans un film de George Lucas qui est Star Wars, et dans celle de droite, que ce film est présenté à 20h45 dans cette salle de cinéma mythique qui est le Sèvres Espace Loisirs. Alors, les requêtes sont exprimées dans un langage précis qui est le calcul relationnel. Essentiellement, c'est la logique du premier ordre. Donc, ça paraît un peu barbare quand vous voyez ça pour la première fois, mais ça se lit très bien. Je voudrais savoir la salle et l'heure si il existe un réalisateur et un titre, tel que l'enregistrement titre-réalisateur Humphrey Bogart se trouve dans la relation film, et l'enregistrement titre-salle-heure se retrouve dans la relation séance. Vous regardez ça 2 minutes et vous allez vous convaincre que ça ça exprime bien la question d'Alice, où et à quelle heure puis-je voir un film dans lequel Humphrey Bogart est acteur. Alors, en pratique, les systèmes relationnels vont utiliser une syntaxe encore plus simple à comprendre, SQL.
Et typiquement, quand vous posez une requête à un système de base de données relationnelle, votre requête sera probablement traduite dans ce langage. Et quand deux systèmes de gestion de données s'échangent des données, le plus souvent, ils utilisent aussi cette syntaxe. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement utilisé. Bien, alors, ces requêtes du calcul relationnel vont être traduites dans ces expressions algébriques. N'ayez pas peur, une algèbre là, c'est très simple, c'est une boîte à outils. Donc tout le monde comprend ce que c'est qu'une boîte à outils. Il y a des opérateurs comme une sélection qui permet de ne garder que les lignes qui nous intéressent, la projection qui permet de garder que les colonnes qui nous intéressent, la jointure, cette opération qui permet de faire des ponts entre deux tables, et puis on réutilise la même opération. Donc on a une boîte à outils, on a des opérations, on peut composer ces opérations pour construire des expressions algébriques de plus en plus compliquées, pour exprimer des requêtes de plus en plus compliquées. Alors qu'est-ce qu'on a fait là? On a un autre langage pour exprimer des requêtes? Pas seulement. On a un langage qui va nous permettre d'évaluer les réponses de façon beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on va écrire des algorithmes hyper efficaces pour calculer chacune de ces opérations, et en composant ces algorithmes, on va obtenir des programmes qui vont répondre à nos questions. Alors ça, c'est génial quand vous voyez ça. On aurait pu penser que quand TEDCode a proposé cette approche, tout le monde allait applaudir. Pas du tout. Les ingénieurs qui géraient des gros volumes de données à l'époque ont dit, dans le meilleur des cas, c'est joli, c'est mignon. Et le plus souvent, oui, mais ça ne résout pas nos problèmes. Quand vous avez affaire à des bases de données de gigaoctets, à l'époque on ne parlait pas de Tera, hein, quand vous avez affaire à des bases de données de gigaoctets, ça ne marchera pas, ce sera beaucoup trop lent. Alors ils avaient raison, il manquait une pièce au puzzle qui est l'optimisation de requêtes. Alors c'est quoi ça? C'est que pour répondre à la même question, il va y avoir plusieurs expressions algébriques. Et le problème, c'est d'en trouver une qui va être très rapide, dont l'évaluation va être hyper rapide. Donc la question devient comment trouver? Alors on pourrait dire on n'a qu'à regarder toutes les requêtes algébriques et choisir la bonne. Le problème, c'est l'espace de recherche dans lequel il faudrait aller chercher une expression algébrique est juste beaucoup trop grand. Alors on va utiliser des heuristiques, c'est-à-dire des règles de bon sens qui vont nous dire dans quel coin il faut chercher. Alors un autre problème, c'est que si je vous donne deux expressions algébriques, comment vous allez me dire laquelle va plus vite que l'autre? On doit être capable d'estimer ça et de le faire de façon très rapide. Alors, toute cette technologie a mis 10-15 ans pour se mettre en place, et au bout de 10-15 ans, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu des systèmes relationnels qui permettaient de gérer des données de façon beaucoup plus propre qu'avant, et avec des temps et des performances qui étaient tout à fait convenables, et donc c'est ce qui a conquis le marché. Bien. Alors, je voudrais passer quelques minutes pour parler d'un aspect un peu fondamental dans ce contexte, qui est la complexité. Alors, il y a des propositions qui ne peuvent être ni démontrées ni réfutées, des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Alors, vous avez peut-être déjà été exposé à ça, surtout cette année, c'est l'année de Turing, donc on entend beaucoup ça à la radio. Il y a des problèmes pour lesquels vous ne trouverez pas d'algorithmes qui résoudront ce problème-là. Ici, on est encore plus modeste, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui, même si on peut les résoudre en théorie, ils seront trop coûteux à réaliser. Alors, trop coûteux, on va voir pourquoi, mais cet effet-là, le fait qu'un problème est trop coûteux, c'est déjà utilisé, par exemple, en cryptographie, on utilise le fait que factoriser un très grand entier en nombre premier, on ne sait pas le faire aujourd'hui assez rapidement. C'est ça qui qui nous donne accès à des codes de cryptographie assez compliqués. Alors, pour ce qui nous concerne, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la complexité en fonction de la taille des données. C'est-à-dire quel temps il faut pour réaliser une tâche particulière, par exemple pour évaluer une requête, quel espace disque ou quel espace mémoire il faut pour évaluer cette requête. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est, par exemple, la classe de temps linéaire, c'est si je prends 2 fois plus de données, combien de temps il va me falloir? Est-ce qu'il me faudra 2 fois plus de temps? Alors ça, ça peut être un peu compliqué. Hein. Si je passe de 1 giga à 1 téra, est-ce qu'il va me falloir 1000 fois plus de temps? Ça peut devenir trop long. Alors ce genre de temps linéaire, on va le résoudre en disant, s'il faut 1000 fois plus de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 1000 machines et ça sera quand même en temps raisonnable. Quand on est en n au carré, utiliser 1000 machines, ça va devenir problématique. Quand on est en 2 puissance k, on peut vous dire, oui, ce problème est en 2 puissance k, c'est-à-dire que si je vous donne des milliards de machines et des milliards d'années, vous allez peut-être avancer dans la solution de ce problème. Oui, mais vous n'avez pas des milliards de machines, et en tout cas, vous ne voulez pas attendre 1 milliard d'années pour une réponse.
Donc autant que vous êtes concerné, un problème en temps exponentiel, même si on peut le résoudre au sens de Turing, d'un point de vue pratique, il n'a pas d'intérêt. Alors, on s'arrête 2 secondes pour regarder les raisons du succès de ces systèmes. Les requêtes sont exprimées dans le calcul relationnel, un langage simple, logique, compréhensible par tous. L'avantage de ça, c'est que développer des applications devient beaucoup plus simple. Une requête de calcul est traduite en une requête de l'algèbre, ça c'est le théorème de Code, donc on peut l'évaluer plus efficacement et surtout on peut l'optimiser pour l'évaluer vraiment plus efficacement. Et finalement, donc ça c'est ce qui va devenir essentiel quand on va passer à des gros volumes de données et au web. Le parallélisme permet de passer à l'échelle de très grandes bases de données. Alors ça, c'est pas complètement évident. Il y a des problèmes pour lesquels le parallélisme ne vous fait rien gagner. C'est-à-dire que si je vous donne 2, 10 ou 100 machines, vous n'irez pas plus vite. Il se trouve que quand on gère des données, pour les problèmes typiques rencontrés en gestion de données, le parallélisme fait gagner. C'est-à-dire que si vous avez 10 machines, typiquement, vous pouvez même espérer aller 10 fois plus vite. Et donc, c'est des problèmes qui sont très parallélisables, et c'est pour ça que le parallélisme a joué une place considérable. Alors, je ne voudrais pas vous donner l'impression que les bases de données relationnelles, c'est le XXe siècle, tout a été résolu, donc je voulais finir par un problème ouvert. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais toute requête du calcul relationnel peut être calculée en temps polynomial. Réciproquement, on peut se demander, est-ce qu'il est possible d'exprimer dans le calcul toute requête qu'on sait calculer en temps polynomial? La réponse, malheureusement, est non. Voilà un exemple. Si je vous donne un graphe G, 2 points A et F de ce graphe, est-ce qu'il existe un chemin depuis A vers F? Alors, dans le calcul relationnel, on peut demander s'il existe un chemin de longueur 3, de longueur 4. On ne peut pas écrire de requêtes qui disent qu'il existe un chemin de A à F. Alors voilà le problème ouvert, c'est trouver un langage logique qui permettrait d'exprimer toutes les requêtes calculables en temps polynomial, mais qui ne permettrait d'exprimer que des requêtes en temps polynomial. Pourquoi ça nous intéresse? Eh bien, ça nous intéresse parce que ça construirait un pont entre ce qui est exprimable de façon logique et ce qui est calculable relativement facilement. C'est-à-dire que ça nous permettrait de créer un pont entre l'être humain et sa logique et la machine et sa calculabilité. Bien, alors ça nous amène à la deuxième grande réalisation du XXe siècle que je vais couvrir et qui là nous fait passer dans le monde de l'information et le monde de la toile. Alors, une seconde pour dire ce qui a changé avec la toile. Avant, on avait l'information dans des îles avec des formats, des langages de programmation, des applications, des systèmes d'exploitation différents. La toile, le web, nous a donné des standards universels pour échanger l'information. Donc ce qu'on a fait, c'est que l'utilisateur est passé au centre du dispositif. Il a maintenant accès à toutes les données du monde, essentiellement en utilisant les protocoles de la toile. Donc on a un accès universel et uniforme à l'information, et du coup, on a accès à des volumes considérables d'informations, ce qui, j'allais oublier de dire, on en a aussi profité pour passer des tableaux à 2 dimensions à des arbres. Vous avez peut-être entendu parler des arbres HTML ou XML, je ne parlerai pas trop de ça dans cette leçon. Bien, par contre, il nous faut parler de parallélisme. Pourquoi? Parce que les données deviennent en volume tellement considérable qu'on ne peut pas s'en sortir sans le parallélisme. Le parallélisme, c'est ce qui va nous apporter la disponibilité, les performances. Donc quelques mots sur qu'est-ce que c'est que le parallélisme. Alors maintenant, déjà, un ordinateur, ça très souvent à l'intérieur du parallélisme parce qu'il y a plusieurs processeurs qui fonctionnent en parallèle. Quand vous êtes dans une entreprise, vous avez des serveurs, probablement plusieurs serveurs dans votre site, et puis les serveurs des autres sites, et tous ces serveurs collaborent entre eux. C'est du parallélisme. Quand vous êtes une société, disons Amazon ou Google, avec des gros volumes de données, ce que vous pouvez faire pour résoudre vos problèmes, c'est construire des grappes de serveurs, c'est-à-dire mettre des milliers de serveurs ensemble pour résoudre ces problèmes. C'est du parallélisme. Et finalement, quand vous regardez la toile, qu'est-ce que vous avez sur la toile? Vous avez ces millions de serveurs qui fonctionnent en même temps, qui collaborent, c'est du parallélisme. Donc le parallélisme, on est entouré de ça. Alors je voudrais quand même donner une illustration pour donner un peu l'intuition de ce qu'on gagne avec le parallélisme, et pour ça, prendre un exemple très simple qui est la diffusion de films. Alors, première organisation, une organisation centralisée. Je prends le film, je le donne à un serveur et je dis bah, toi, tu es responsable de ce film. Et si quelqu'un veut le film, il va le demander à ce serveur. Ça marche bien tant que le film n'est pas trop populaire.
quand le film est trop populaire, il y a plein de gens qui demandent ce film, qui essaient de le télécharger, et au bout d'un moment, le serveur est saturé et ça ne fonctionne plus. Une autre architecture, c'est l'architecture pair à pair. Chaque machine est à la fois un serveur et un client. Donc, au départ, le film a besoin d'être que sur une seule machine, mais quand quelqu'un lui télécharge le film, en même temps, il se met à le stocker, d'accord? Et puis à ce moment-là, devient un serveur de ce film-là. Et donc, on est dans un modèle qui est exactement ce qu'on cherche, c'est que plus le film est populaire, plus il est disponible et plus il est facile à télécharger. Alors là, je n'ai pas dit si c'était du téléchargement légal ou illégal, mais essentiellement, c'est beaucoup plus efficace, en tout cas d'un point de vue technique. Bien, passons au moteur de la toile. Donc un moteur de recherche de la toile, c'est essentiellement un grand index. Un index qui, à un mot donné, comme collège, donne la liste de toutes les pages sur la toile, ou en tout cas sur le bout de la toile qu'on connaît, qui contiennent ces pages-là. Alors, le problème, évidemment, c'est un problème de passage à l'échelle. Plus le moteur de recherche indexe de pages, plus l'index grossit. Si vous voulez indexer 10 milliards de pages, vous pouvez vous poser la question, c'est quoi la taille de l'index? En gros, la taille de l'index, c'est à peu près la taille des pages, la taille de l'espace disque que prennent toutes ces pages, ces 10 milliards de pages. C'est de taille considérable. Donc, quand l'index grossit, la machine se met à gérer une structure d'accès de plus en plus grosse, et donc chaque requête devient de plus en plus compliquée, de plus en plus chère à évaluer. Autre dimension, plus vous avez d'utilisateurs, plus vous allez recevoir de requêtes, plus vous allez avoir de travail. Alors là, j'ai mis un chiffre qu'on trouve, c'est des dizaines de milliards de requêtes de recherche par mois. Donc, quelle est la solution qu'on utilise pour gérer ces passages à l'échelle? Essentiellement le parallélisme. Quand ça ne marche plus avec une machine, on essaye avec 10, puis avec 100. Un moteur de recherche comme Google aujourd'hui, c'est quoi? C'est des fermes distribuées partout dans le monde, avec des fermes qui ont plusieurs milliers de machines. Alors là, je voudrais contraster deux aspects de ces moteurs de recherche. Alors, l'argument de vente, le plus souvent, c'est la toile est extraordinaire par la quantité d'informations qu'elle contient. Les moteurs de recherche se mettent en avant le nombre de pages qu'ils indexent. Moi, j'en indexe 10 milliards, je suis plus fort que toi, tu n'en indexes que 7. Finalement, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est la qualité de l'information que vous indexez. C'est la qualité de la réponse à vos requêtes. Donc, dans un moteur de recherche, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la prouesse technique. Arriver à indexer des milliards de pages. Ce n'est pas facile, on va en parler, on va utiliser une technique qui s'appelle le hachage. Première chose. Deuxième chose, c'est la magie. La magie dans le cadre de la technique. La magie qui est pourquoi, comment le serveur arrive à vous donner en général ce que vous voulez. Alors, il utilise pour ça des mesures pour classer les pages, des mesures comme TF-IDF, qui est une vieille mesure de recherche d'information dont je ne parlerai pas ici, une mesure comme PageRank, qui est une mesure tirée de l'analyse du graphe du web dont on va parler. Bien, alors voilà le hachage en intransparent. Vous avez votre énorme index. La seule façon de vous en sortir, c'est de le couper en petits bouts, de le hacher. Et vous allez le hacher sur deux dimensions. Premièrement, vous allez utiliser une première fonction de hachage qui va associer à un mot un numéro de machine. Donc le mot collège, cette fonction de hachage va lui donner l'entier 6. C'est la 6e machine qui traite ce mot de collège. Vous avez déjà partagé votre travail, alors là en une dizaine de machines, mais si vous aviez 5000 machines, vous auriez déjà partagé relativement équitablement le travail en 5000 machines. Alors maintenant, cette machine-là, M6, elle a encore beaucoup de mots dont elle est responsable. Elle va mettre ça sur des pages disques. Elle va utiliser une deuxième fonction de hachage qui va découper sa partie de l'index dans toutes les pages qu'elle a sur disque. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, c'est super pratique. Parce que si vous cherchez l'entrée de l'index pour collège, vous avez une seule machine à interroger, c'est la machine 6, et cette machine n'a besoin d'aller chercher qu'une seule page sur disque, c'est la page 347. Alors, si une partie de cet index est en mémoire principale, ça peut se faire même en quelques millisecondes. Bien. Alors, ça, c'était la prouesse technique, comment hacher tout l'index. La véritable magie, ce qui est vraiment passionnant, c'est comment classer les pages. Et là, je vais vous montrer une méthode de classement qui s'appelle PageRank, introduite par Google, qui est la suivante. Alors, ça part
d'une notion mathématique qui est la marche aléatoire, et plus précisément d'un concept que je trouve extrêmement beau, qui est celui du surfeur aléatoire de la toile. Alors c'est quoi le surfeur aléatoire de la toile? On arrive à peine à le dire. Donc ce surfeur part d'une page. Il n'a qu'à partir de la page du Collège de France, la première page, la page d'entrée, donc là ça va. Il y a des liens qui sortent de cette page. Il en choisit un au hasard, il le suit. Puis il arrive à une nouvelle page, il y a des liens qui sortent de cette page, il en choisit un, il le suit, et il continue son petit bonhomme de chemin. Alors qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver qu'à un moment donné, il arrive sur une page où il n'y a pas de lien, et bien là, il ne s'embête pas, il choisit une page n'importe où sur la toile, et il se zappe à l'autre bout du monde sur une page quelconque. Bien, il continue combien de temps? Très longtemps, il continue pour un temps infini. Et ça nous amène à cette définition, la popularité. C'est la probabilité à l'infini de se trouver sur une page particulière. Alors, l'intuition, c'est que la probabilité de se trouver sur la page du monde.fr ou la page du Collège de France est beaucoup plus forte que de se trouver sur la page personnelle de Madame Michu, qui est institutrice dans le Cantal, parce qu'il y a plein de gens qui pointent vers le monde.fr. D'accord ? Bon, alors là, on a défini quoi? Popularité, c'est-à-dire la probabilité de se trouver sur une page du web pour un surfeur aléatoire. Ça ressemble à une définition mathématique abstraite totalement inutile. Alors, comme c'est une définition mathématique, si on essayait de la mettre en équation, alors là, on va utiliser une méthode classique en mathématiques, on va supposer qu'on connaît déjà le résultat. Donc, on va voir le vecteur de popularité. Donc, vous avez 10 milliards de pages. Ce vecteur, pour une de ces 10 milliards de pages, donne sa popularité, c'est-à-dire une probabilité. Et puis, cette probabilité, vous allez dire comment elle se transfère. Bon, si je pointe vers 10 pages, je vais partager ma popularité, je vais envoyer un petit bout à chacune d'entre elles, et donc je vais reconstruire la popularité à l'autre bout. Et je vais dire, cette matrice de transfert, elle est facile à calculer, et puis là, j'ai une équation qui essentiellement définit de façon mathématique ce concept-là. Alors, une équation qui est quand même pas triviale parce que c'est écrit tout court, mais là, c'est un vecteur de 10 milliards de valeurs, et là, c'est une matrice de 10 milliards sur 10 milliards, mais oublions les détails. Ce qui est passionnant, c'est qu'on va arriver à calculer ça. Alors, comment on le calcule? En supposant au départ que toutes les popularités sont les mêmes, en multipliant par la matrice de transfert, et en continuant à multiplier jusqu'à ce qu'on arrive à converger vers la popularité. Alors, je vous ai passé un certain nombre de détails mathématiques. Je vous ai aussi passé un certain nombre de détails sur l'algorithmique pour arriver à faire tout ça sur 10 milliards de pages. C'est véritablement de l'algorithmique passionnante. Bien. Ce qui est intéressant à l'arrivée, c'est que quand on montre ça à un être humain, il est très content. C'est exactement les pages qu'il attend. Et c'est pour ça que quand vous demandez autour de vous, les gens sont plutôt contents des moteurs de recherche. Alors, je ne voudrais pas non plus donner l'impression que ce domaine est clos. Monsieur l'administrateur a mentionné certains des problèmes dans l'introduction. La langue qu'on utilise pour poser des requêtes est extrêmement primitive. Quand je parle à un collègue ou un prof ou un copain ou un élève, je ne me contente pas de lister une liste de mots-clés. Mes questions, elles ont en général une syntaxe, elles sont plus compliquées que ça. Le résultat aussi est imprécis. On me retourne des listes de pages. C'est sympathique, moi j'aimerais bien qu'on me retourne un résultat. Donc on peut sûrement faire mieux. Et puis, il y a un certain simplisme de PageRank qui privilégie la popularité. Ce n'est pas forcément complètement satisfaisant. Il y a aussi des détails, entre guillemets. Si je pointe vers une page en disant « cette page ne contient que des bêtises, des idioties, des absurdités », je participe à la popularité de la page autant que si je dis « cette page est absolument géniale, il faut que tout le monde la lise ». Donc ça, c'est évidemment pas acceptable. Alors donc, il y a plein de problèmes techniques qu'on peut améliorer et les gens travaillent là-dessus. Et dans la deuxième partie de cette présentation, je parlerai de certaines des techniques pour arriver à faire mieux. Il y a aussi des aspects plus politiques ou plus sociétaux. Le fait que l'accès à l'information, les moteurs de recherche soient monopolisés par quelques entreprises est un petit peu inquiétant. Pourquoi? Parce que c'est une valeur considérable, la recherche d'informations sur la toile. Si votre page web n'apparaît pas dans les 2 premières pages de résultats, en gros, personne n'y aura accès. D'accord? Donc, vous pouvez carrément disparaître. Et l'ordonnancement, le classement de ces pages se fait selon des critères que les sociétés, les moteurs de recherche ne rendent pas publics. On ne comprend pas très bien pourquoi. Bien.
Alors, avant de passer au grand défi du XXIe siècle, je voudrais m'arrêter une seconde pour regarder, pour essayer de tirer une leçon de ces deux grands succès du XXe. Alors, comment on est arrivé là? On en est arrivé là en partant de quelque chose de très utile, la gestion de données dans le premier cas, et on essayait d'améliorer cette gestion de données. On est parti d'outils mathématiques, on a utilisé des algorithmes assez sophistiqués, pas mal d'engineering, et puis on a tenu compte des progrès des machines. Donc c'est ça qui a créé une industrie de milliards de dollars, qui est l'industrie des systèmes de gestion de bases de données. Les moteurs de recherche, pareil, une industrie florissante. Comment on en est arrivé là? Eh bien, exactement suivant les mêmes patterns. Des mathématiques, de l'informatique, de l'engineering et des progrès sur les matériels. Donc c'est une espèce de pattern qu'on retrouve assez régulièrement en informatique. Bien, nous passons au défi du XXIe siècle et plus particulièrement les réseaux et les connaissances collectives. L'écriture nous a permis d'externaliser en partie notre mémoire, l'imprimerie nous a permis de transmettre cette mémoire externe, la toile a diminué considérablement les coûts de transmission de l'information, surtout elle a permis à chacun d'apporter sa contribution personnelle au patrimoine collectif. La consommation passive d'information du début de la toile a cédé la place à des contributions actives de plus en plus d'internautes. La toile, c'est donc une juxtaposition de milliards d'individus et de tout leur réseau. Après les réseaux de machines, après les réseaux de contenu, nous sommes dans les réseaux d'utilisateurs. Parmi les systèmes récents les plus répandus, beaucoup d'entre eux s'attachent à intensifier les interactions, les échanges d'informations entre des individus à l'intérieur de leur réseau. Ces systèmes soulèvent un grand nombre de sujets de recherche, parfois à la frontière de l'informatique et de la sociologie. Je vais insister ici sur un aspect particulièrement passionnant, l'émergence de connaissances collectives. Comment on peut arriver à trouver dans les masses d'informations disponibles des connaissances en travaillant collectivement. Je vais brièvement considérer plusieurs approches pour obtenir de telles connaissances. Et tout d'abord, la notation. L'internaute est invité à noter d'autres internautes, des services, des produits. Il participe ainsi à la construction d'une connaissance collective. Par exemple, eBay permet aux acheteurs de donner leur avis sur les vendeurs de sa plateforme, et réciproquement. Cela conduit à une fantastique incitation à fournir un excellent service, au risque sinon d'être mal noté et de perdre ses clients. De plus en plus de systèmes utilisent les avis de leurs utilisateurs, comme Allociné pour le cinéma ou Via Michelin pour les restaurants. Notons que dans ces deux cas, les critiques qui notaient les restaurants ou les films perdent une forme de leur protocole, de leur monopole. C'est les internautes maintenant qui notent. Des systèmes plus expérimentaux essaient d'extraire des connaissances plus fines que des notes à partir d'avis textuels et on rencontre là les difficultés à analyser des sentiments d'un texte. L'évaluation de l'expertise. Une technique essentielle pour évaluer la qualité d'une information est de déterminer la qualité de la source, la confiance que l'on peut avoir dans les informations que cette source fournit en général. Pour illustrer ce type de technique, je vais mentionner un résultat récent sur la corroboration. Imaginons un système où des internautes introduisent des connaissances. Ils peuvent se tromper. Pourtant, s'ils ne faisaient que spécifier des connaissances positives, rien ne pourrait empêcher le système de croire tout ce que disent les internautes, y compris toutes leurs erreurs. Pour que le système commence à douter, il faut que les internautes se contredisent. Et pour cela, qu'ils se mettent à publier des informations négatives, comme « Alice ne possède pas de BMW »,« Alice ne possède pas de Rolls-Royce »,« Alice ne possède pas de Jaguar ». Mais les internautes ne veulent pas perdre de temps à entrer explicitement autant d'informations négatives, typiquement parce que c'est bien au-delà de l'accessible. Ce qu'il faut voir, c'est que sans le vouloir, ils peuvent publier des informations négatives. Quand ils disent, par exemple, qu'Alice est née à Romorantin, implicitement, ils précisent bien qu'elle n'est pas née à Sèvres ou à Paris. Dans le travail que nous avons réalisé, la véracité des connaissances est estimée et on en déduit les taux d'erreur de chaque internaute. Cela procure une meilleure estimation de la véracité des connaissances, d'où des taux d'erreur plus précis pour chaque internaute, etc., etc. Nous continuons ce processus jusqu'à atteindre un point fixe. Et il faut noter que cette technique permet d'évaluer à la fois la qualité de l'information, mais aussi la qualité des sources de cette information. Et cette technique illustre bien comment on peut, à partir des connaissances de chacun, dériver des connaissances collectives. Alors, l'évaluation d'expertise va aussi avoir une importance particulière pour ce qui concerne les informations de presse.
Maintenant, de simples internautes sont de plus en plus amenés à remplacer les journalistes. Cela ne rend que plus crucial le besoin de croiser les informations, de les vérifier. Hier, c'était nous qui faisions la différence entre les journaux, nous qui décidions qu'on pouvait avoir confiance dans les informations trouvées dans Le Monde, mais que par contre, dans ce tabloïd un peu trash, il ne fallait pas trop croire ce qu'on racontait. Nous pouvons imaginer que demain, des programmes participeront à déterminer les réputations pour des sources d'informations tous les jours plus nombreuses. La recommandation. Un système comme Mythic utilise les données fournies par ses clients pour organiser des rencontres, pour les apparier. Un système comme Netflix recommande des films. Pour arriver à ça, ces systèmes réalisent typiquement des analyses statistiques. Ils essaient de mettre en évidence des proximités entre clients dans Mythic ou entre clients et produits dans Netflix. Réaliser des analyses statistiques de qualité sur de gros volumes de données est un des défis du domaine de la gestion d'information. La collaboration. Wikipédia est un bel exemple d'édition coopérative. Un grand nombre d'internautes collaborent pour développer une encyclopédie. Le recours à une foule d'auteurs permet de dépasser la notion classique d'encyclopédie avec une couverture bien plus large. On trouve de tout dans Wikipédia, depuis la biographie de Clémence Castel, une héroïne de Koh Lanta, jusqu'à la preuve du théorème de l'étoile, un résultat fondamental de théorie des langages. Les erreurs y sont nombreuses, mais il faut dire que les encyclopédies traditionnelles contiennent aussi des erreurs. Wikipédia est loin d'être le seul exemple de telle collaboration. Tout aussi étonnant est l'aboutissement des logiciels réalisés par des communautés de développeurs dans le cadre des logiciels libres, comme le système d'exploitation Linux. Et nous commençons à voir des communautés s'organiser pour construire des corpus de données ouvertes, comme le Linked Data du W3C. Finalement, j'en arrive au crowdsourcing. On pourrait traduire cela peut-être par l'appel aux masses. Il s'agit de publier sur la toile des problèmes que des programmes ne savent pas bien résoudre. Des internautes proposent alors des réponses, typiquement moyennant finance. Des systèmes comme le Mechanical Turk d'Amazon permettent de tels contacts. En utilisant un jeu vidéo, Foldit, des internautes sont même arrivés à décoder la structure d'une enzyme proche de celle du virus du sida. Ils sont arrivés à réaliser collectivement ce qui bloquait les experts et les ordinateurs, et à comprendre comment cette enzyme se repliait dans un espace en 3 dimensions pour construire sa structure. Le jeu se marie ici avec le réseau. Le jeu, le réseau, on est en plein dans les réseaux sociaux. Là aussi, il y a énormément de problèmes à résoudre. J'ai parlé des analyses statistiques. Arriver à faire des analyses statistiques sur des gros volumes de données, c'est compliqué, surtout quand l'information est imprécise, souvent incorrecte, qu'il faut évaluer la qualité de l'information fournie par chaque utilisateur. Donc tout ça, c'est difficile. Un problème que rencontrent ces systèmes, c'est qu'ils ne savent pas expliquer leur choix. Ils font des gros calculs et puis à la fin, ils disent « Monsieur Machin et Madame Chose devraient se rencontrer ». Pourquoi ? Les utilisateurs aimeraient bien comprendre qu'est-ce qui a amené tous les raisonnements de ces systèmes et les systèmes ne savent pas expliquer. La confidentialité est aussi un problème critique dans ce cadre. Il y a typiquement conflit entre l'utilisateur qui veut protéger ses données confidentielles et les systèmes qui veulent ces données pour, dans le meilleur des cas, offrir un meilleur service, un service plus personnalisé. Et très souvent, pour monétiser ces données confidentielles en les revendant à d'autres. Alors, pour conclure cette partie, je voudrais oublier un peu tous les problèmes que j'ai soulevés pour m'émerveiller avec vous de voir des algorithmes faire surgir, à partir des informations disponibles sur la toile, des connaissances dont nous n'imaginions pas l'existence. Les connaissances. Cela nous conduit à la dernière partie, qui est la toile des connaissances. Le domaine des bases de connaissances existait depuis longtemps quand est née la toile, mais si les bases de données étaient déjà alors une industrie florissante, les bases de connaissances peinaient à se faire une place au soleil. Cette place, elles l'ont acquise avec la toile. Nous allons donc parler de la toile des connaissances. La toile des documents est fondée sur le fait que les gens aiment écrire, lire, dire, écouter du texte dans leur langue naturelle. Aujourd'hui, les internautes communiquent entre eux principalement à l'aide du texte. Les machines, elles, comprennent bien mieux des connaissances beaucoup plus formatées. Et nous sommes donc en train de passer d'une toile des documents à une toile mixte qui mélangera du texte pour les humains et des connaissances principalement destinées aux machines. Le but est de permettre à des programmes de trouver l'information et de l'utiliser pour mieux répondre à nos besoins.
On va essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est qu'une base de connaissances. Dans sa forme la plus homéopathique, il s'agit d'expliquer le sens des documents textuels de la toile, d'éléments qui les composent. Cela peut se faire en publiant des métadonnées, c'est-à-dire des données au sujet des données. Par exemple, pour le document qui accompagne cette leçon, je pourrais préciser ces métadonnées, donner le nom de l'auteur, le titre, etc. À l'intérieur maintenant d'un document, je peux insérer des étiquettes sémantiques qui vont expliquer certains morceaux de texte. Alors là, par exemple, j'ai une chaîne de caractères Woody Allen et j'ai précisé que c'était l'entité Woody Allen dans une base de connaissances qui s'appelle DBpedia et qui est extrêmement utilisée. Alors, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai fait quelque chose d'assez subtil. C'est que j'ai précisé que c'était Woody Allen et on peut trouver dans DBpedia qu'il s'agit d'un cinéaste, qu'il a par exemple réalisé Manhattan, et qu'il ne s'agit pas d'une autre entité de cette même base de connaissances qui s'appelle Allen Woody, qui lui est un musicien. Donc les bases de connaissances comme DBpedia sont appelées des ontologies. Une ontologie plus en détail, c'est quoi? C'est des phrases logiques qui permettent d'expliquer l'égalité ou l'inclusion entre des classes, des synonymies. Ici, de préciser que Woody Allen est dans la classe réalisateur, qui a une relation réalisée, que Woody Allen a réalisé le film Manhattan. Alors, ça sert à quoi de faire ça? D'accord ? Des êtres humains savent reconnaître que Woody Allen a réalisé Manhattan sans qu'on ait besoin de mettre ces étiquettes sémantiques. Non, ça sert principalement au programme. D'abord, si vous utilisez un texte brut découvert sur la toile sans explication, ça s'apparente à utiliser les résultats d'une expérience scientifique en ignorant les conditions de cette expérience, les conditions de sa réalisation, ses unités de mesure. Les ontologies vont nous permettre de préciser le sens du texte, d'enlever toute ambiguïté, de l'enrichir et de permettre ainsi de répondre bien mieux aux requêtes, répondre plus finement aux requêtes. Deuxièmement, sur la toile, n'importe qui peut publier ses propres ontologies. Des experts utilisent des terminologies spécifiques suivant leur langue, leur domaine, leur culture, dans la plus pure tradition de Babel. Cette diversité, c'est une richesse, bien sûr, mais ça complique la recherche de connaissances. La même information peut être représentée de plein de manières différentes. En créant des liens avec entre ces différentes ontologies, on va pouvoir intégrer plusieurs sources d'informations et le but à terme, c'est d'arriver à intégrer toutes les connaissances de la toile. Évidemment, on n'en est pas là. Maintenant que nous comprenons l'intérêt de disposer de connaissances en plus de texte, une question difficile devient comment acquérir ces connaissances. Le plus souvent, les mêmes personnes qui aiment publier sur la toile dans leur langue naturelle apprécient peu les contraintes d'un éditeur de connaissances. Alors, il y a des contre-exemples. Un expert chimiste peut entrer dans une base de données en utilisant un éditeur ses connaissances sur les molécules qu'il étudie. L'expert chimiste a une raison objective de le faire, l'avancement de la science. Et puis, ce genre de publication, aujourd'hui, ça contribue autant à la visibilité scientifique qu'une publication dans un journal scientifique. Mais les cas d'internautes entrant volontairement et gratuitement des connaissances dans un système restent assez rares, et le plus souvent, les tâches de construction de bases de connaissances sont laissées à des logiciels. Un programme peut par exemple retrouver dans un texte des formes syntaxiques comme « une personne est morte dans un lieu particulier », et du coup renseigner une relation lieu de décès d'homme célèbre. Si la toile reste très largement dominée par HTML et le texte, les bases de connaissances de demain sont déjà en construction à partir de l'énorme ressource que constitue la masse de documents textuels. La tâche est complexe parce qu'elle met en jeu la compréhension de la langue. Les extracteurs de connaissances font des erreurs et il est difficile de leur vouloir. Ils parlent de textes qui fourmillent d'imprécisions et d'erreurs. L'intégration des connaissances de plusieurs sources est aussi quelque chose de délicat. Je voudrais parler d'un autre problème, le raisonnement distribué. Alors, si on part de faits comme Psychose est un film d'Hitchcock et Alice ne l'a pas vu, de ces deux faits-là, et si j'ai une règle qui dit que si t'es un film d'Hitchcock, alors Alice ne l'a pas vu, je peux en déduire, c'est de la déduction, c'est un raisonnement extrêmement simple ici, que Alice aimerait bien voir ce film T.
D'accord ? Donc on peut, là, avec ce genre de règles, déduire des faits intentionnels, comme Alice souhaiterait voir le film Psychose. Donc maintenant, on a des faits qui sont stockés dans les bases de données, et on a des faits comme Alice souhaiterait voir le film Psychose, qui ne sont stockés dans aucune base de données, qui sont uniquement présents intentionnellement. Alors quand on veut répondre à une question, c'est plus compliqué, parce que si on vous pose la question quels sont les films que souhaiterait voir Alice, il ne va pas falloir se contenter de regarder dans toutes les bases de données, il va falloir aussi regarder les règles pour déduire le fait que Alice aimerait bien voir Psychose. Alors ce genre de déduction, ça a été beaucoup étudié à la fin du XXe, on maîtrise assez bien les techniques d'optimisation pour faire ça, mais c'était étudié sur des machines centralisées. Maintenant, on est dans un cadre de la toile avec des systèmes qui collaborent, qui infèrent des faits, qui s'échangent des informations, et c'est beaucoup plus compliqué. On a changé de contexte. Donc on peut imaginer le monde demain entouré de millions, voire de milliards de systèmes qui échangent des connaissances, infèrent des connaissances. Attention, je ne parle pas ici de raisonnements très compliqués comme des preuves de théorèmes mathématiques, mais des raisonnements très simples comme celui qu'on obtenu avec ce genre de règles. Pourtant, ça pose des défis techniques considérables. Comment raisonner avec d'énormes volumes de connaissances? Comment ne pas être simplement submergé par les faits inférés? Comment garantir la qualité des informations? Comment garantir la confidentialité des informations quand tout le monde se met à inférer des faits comme ça? Comment expliquer les résultats obtenus à la fin? Donc tout ça va profondément changer notre environnement, modifier de façon considérable notre manière de savoir, peut-être même notre manière de penser. Je pense qu'il faut garder à l'esprit cette phrase de T.S. Eliot. Où est la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance? Où est cette connaissance que nous avons perdue en information? Le passage de biens concrets à des informations numériques relativement immatérielles permet de souligner une particularité fondamentale de l'informatique. L'informatique est une science de l'immatériel. C'est cette immatérialité que nous avons rencontrée presque à chaque instant de cette leçon. La toile est multiforme. Elle vit sur un Internet que nous souhaiterions le plus neutre possible. Elle est omniprésente. Il est devenu quasi impossible de vivre sans, de trouver du travail, de travailler, de se loger, de gérer ses comptes bancaires, de faire partie d'une association, presque d'avoir des amis. Nous sommes nombreux à partager la nostalgie du monde romantique, idéaliste, anarchiste de la toile ouverte des débuts. La toile évolue inexorablement vers des espaces plus fermés, notamment sous la pression de la monétarisation des contenus. Elle reste à la fois la plus belle des dentelles, tissue de toutes les connaissances humaines, et le terreau des plus horribles fantasmes, de toutes les violences. La toile est aussi l'univers d'une croissance arrogante de ses imprécisions et ses incohérences, et d'une alchimie improbable qui transforme la masse en qualité. Qu'est-ce que nous avons appris ces dernières années? Nous avons appris qu'au-delà d'un hypertexte mondial, au-delà d'une bibliothèque numérique universelle, la toile offrait une gamme infinie d'applications à inventer. Nous avons vu arriver le web des téléphones intelligents, que nous sommes nombreux à avoir adopté avec enthousiasme, tout en nous inquiétant de ses aspects anxiogènes. Nous avons parlé du web des réseaux sociaux, du web sémantique. Si nous avions eu le temps, nous aurions parlé du web des objets communicants et de l'intelligence ambiante, du web des mondes virtuels. Je voudrais éviter de donner une présentation béatement optimiste des technologies de la toile. C'est pourquoi je vais brièvement évoquer certains de ces écueils. Éviter la noyade dans un océan de données, cela a été un des fils conducteurs de cette présentation. L'accès à l'information pour tous. Il s'agit principalement de combattre les fractures numériques. Les plus préoccupantes sont sans doute la fracture sociale et la fracture nord-sud. La toile est potentiellement un fantastique outil de justice sociale qui pourrait donner accès librement pour tous à toutes les connaissances et toute la culture du monde. Ce n'est pas le cas. Un aspect important de ce contexte est l'enseignement de l'informatique. Quand on voit la lenteur avec laquelle cet enseignement s'installe dans un pays aussi riche que la France, on a des raisons d'être relativement pessimiste. Démocratie ou pas? La toile et les systèmes informatiques peuvent se mettre au service des gouvernants pour fliquer leurs citoyens, voire les opprimer. Ils peuvent aussi permettre d'établir une démocratie des contre-pouvoirs avec des réseaux de militants qui contrôlent, surveillent, dénoncent et notent les pouvoirs publics. Et par là même, des militants qui contribuent à améliorer le fonctionnement de la démocratie. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces nouvelles technologies? Et la vie privée?
Nous prenons de plus en plus conscience des risques que nous courons à disperser sur la toile des informations que nous voudrions garder confidentielles. Il nous faut regagner le contrôle sur ces informations, il nous faut apprendre à gérer leur publication sur la toile. Pour des individus meilleurs ou pires, est-ce que les outils informatiques nous rendent plus heureux, plus intelligents, plus productifs? Au contact de toute cette virtualité, y a-t-il un risque de perdre le contact avec la vraie vie? Et peut-être la mère de toutes les questions, allons-nous utiliser ces outils pour ne plus penser ou au contraire pour mieux penser et être plus créatifs? Ça fait beaucoup de questions, ça fait beaucoup d'écueils. Pourtant, il n'est pas possible ni souhaitable de renoncer à la toile, comme il n'a pas été possible de refuser l'écriture, comme il n'a pas été possible de refuser l'imprimerie. Et malgré tous ces écueils, j'aimerais continuer à croire que la toile participera à féconder un meilleur futur. Essayons de parler un peu de ce futur. Ce futur que nous construirons dépend beaucoup de choix politiques, mais aussi de nouveaux outils informatiques qui restent à inventer, avec peut-être plus encore qu'avant la préoccupation de mieux servir les utilisateurs et pourquoi pas de les rendre meilleurs. Sous la pression de jeunes pousses très dynamiques et de jeunes géants comme Facebook ou Google, les technologies de la toile se sont développées très rapidement. Si le domaine de la gestion de données montre aujourd'hui un dynamisme étincelant, il tient pourtant encore de la forêt vierge quand nous atteignons la toile. Il est compliqué d'en dresser l'état de l'art, il n'est pas simple à enseigner, il n'est pas évident de prévoir quelles tendances sont là pour durer. Les bases logiques qui faisaient la beauté du modèle relationnel se présentent encore dans le désordre pour ce qui est de la toile. Les liens avec la théorie de la complexité, avec la théorie des langages et des automates sont à revisiter. De nouvelles théories sont sûrement à établir. Les systèmes que nous utilisons sont de manière générale à améliorer et de nouvelles fonctionnalités sont, comme je l'ai déjà dit, à inventer. La prochaine étape des sciences des données que l'on retiendra, à mon avis, a déjà commencé, c'est la toile des connaissances. On nous l'a déjà annoncé plusieurs fois, elle arrive très lentement, mais elle arrive vraiment. Des données à l'information, aux connaissances, le cheminement était naturel. Je vous remercie de votre attention. Merci.